important d'agir parce que même en business en général, on n'a jamais toutes les données, on n'a jamais... Et c'est pareil dans la vie. Et du coup, il faut prendre les décisions et faire ce qui paraît juste pour soi, en fait. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données, de savoir est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas être possible. Non, il faut saisir une opportunité, il faut y aller. Cet épisode est sponsorisé par Zaptax. Et là, tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi Zaptax ? Zaptax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es, comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une 50aine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, comme toujours, je suis ravie de me retrouver dans vos oreilles pour un nouvel épisode de Fille Expat. Aujourd'hui, mon invité et moi, on vous propose un petit épisode hors série. Alors pourquoi hors série ? Car comme tu le sais, dans la saison 5, on essaye de t'emmener dans des pays dont on ne parle pas souvent. Et aujourd'hui, ça va pas vraiment être le cas, même si on ne l'a pas vraiment abordé. Mais le parcours de mon invité est le genre de parcours que je suis trop impatiente de mettre en avant. Donc, j'ai pas voulu attendre la saison 6. Du coup, salut à toi, cher invité. Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles aujourd'hui ? Salut tout le monde, donc moi c'est Esma, j'ai 31 ans et je vais parler de ma vie à Los Angeles. Super. Alors avant qu'on parle de ton parcours et pourquoi on a tenu à faire cet épisode, je te propose un petit jeu qui est la nouveauté de la saison 5. Je vais te poser 3 questions et tu devras me répondre par vrai ou faux. Est-ce que ça te dit ? Ok. Question numéro 1. Los Angeles ne s'est pas toujours appelé comme ça. Avant 1850, Los Angeles avait un nom espagnol. Je dirais faux parce que Los Angeles c'est espagnol. Ah ok, bon, c'est peut-être moi qui ai fait un peu n'importe quoi en écrivant ma question, mais bref, la question en fait, la réponse est vraie, parce qu'en fait avant ça s'appelait, alors attention à mon espagnol qui est super talentueux, ça se disait El Pueblo de Nuestra Señora de Los Angeles de Porciúncula. Ok. Et en français, ça signifiait la ville de Notre-Dame des Anges de la rivière de Porciúncula. Ok. Voilà, donc c'était un sacré nom. Et du coup, effectivement, parce qu'il y a une rivière qui traverse dans Los Angeles. Et donc, c'était appelé comme ça. Voilà. Ok. Mais en tout cas, Los Angeles, c'est toujours espagnol. Los Angeles, c'est espagnol. Ouais, ça veut dire les anges, j'imagine. Oui, c'est ça. Eh bien, j'aurais appris un mot espagnol, trop bien. Eh bien, écoute, tu avais raison, du coup. La question était fausse. Bref. Deuxième question. Los Angeles a des lois assez particulières et l'une d'entre elles est qu'il est interdit de lécher un crapaud. C'est possible. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Parce qu'il y a des lois particulières. Apparemment, des adolescents avaient découvert que certains types de peau de crapaud contenaient des hallucinogènes. Donc, ils ont dû sortir cette loi. Ça m'étonne pas. Ah, je te raconte pas, maintenant mon Google Search, mon historique, il a des trucs de crapaud hallucinogènes parce que ça m'a trop intrigué ce crapaud et du coup je me gênerai pas de mettre quelques photos en story dès que ton épisode sortira. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez voir à quoi il ressemble, je mettrai quelques photos. Troisième question. Si Los Angeles était son propre pays, son économie serait plus grosse que l'Arabie Saoudite, la Suisse et la Suède.
Vrai. Ouais, c'est vrai, je trouvais que c'était absolument fou. Donc voilà, donc là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, mais c'est fou. Attends, j'ai fait un sans faute là. T'as fait un sans faute, bravo, bravo. Je te félicite, tu connais bien ta ville. Merci. Alors, en tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu, c'était top. Maintenant, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver, figure-toi, sur le site d'Expat et Communication, que 60 si on prenait tous les expatriés français, 64% d'entre eux partent en couple. Donc moi, du coup, je fais partie des 36% qui sont partis seuls. Donc toi, tu fais partie des 64% qui sont partis en couple. Et lorsqu'un couple est envoyé en expatriation, dans 90% des cas, c'est l'homme qui a obtenu un contrat d'expatriation. Et encore pire, c'est si on se focus sur des entreprises qui envoient des expatriés, le chiffre peut monter jusqu'à 94%. Du coup, est-ce que ces chiffres te surprennent? Absolument pas. Ok. Ça me surprend absolument pas. Et c'est pour ça que je t'ai contactée et que j'ai voulu partager mon histoire parce que du coup, je fais partie des 6% 6%, voilà. où mon entreprise m'a sponsorisée pour venir vivre ici. Et du coup, c'est mon conjoint qui m'a suivie. Et c'est pour ça que je voulais parler de mon histoire. Donc oui, ça ne m'étonne pas du tout. Mais moi, je suis ravie du coup d'avoir trouvé quelqu'un, enfin quelqu'un qui m'a trouvé et qui fait partie de ces 6%. Bravo à toi d'être à l'origine de ce projet d'expatriation et j'ai vraiment hâte que s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pensent peut-être que c'est pas réalistique de vouloir réaliser son rêve à l'étranger, et ben que Esma va pouvoir vous apporter des conseils, vous inspirer. Croyez-moi les filles, un conjoint silver, ça peut très bien aller aux hommes également, ça va pas qu'aux femmes. Donc Esma, petit retour en arrière. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours scolaire et le cadre familial dans lequel tu as grandi? Ok, donc, donc le cadre familial dans lequel j'ai grandi, c'est traditionnel. Voilà, assez traditionnel dans le sens religieux, entre guillemets. Et voilà, traditionnel. Je pense qu'en France, il y a quand même pas mal de familles comme ça. Et dans plein d'autres pays d'ailleurs. Et donc mon parcours, je suis née en France. Je suis d'origine tunisienne. Et j'ai vécu en France toute ma vie, donc en fait jusqu'à la fin de mes études. Donc ce que j'ai fait, c'est un DUT gestion des entreprises et des administrations. Donc j'ai fait mes études à Nice. Je suis née en Provence, j'ai fait mes études à Nice, donc j'ai fait le DUT GEA. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers une licence en option ressources humaines, puis un master. Le master, je l'ai fait en apprentissage chez Air France en tant qu'assistante ressources humaines. Et voilà, donc ça c'était mon parcours en France. Et donc l'université dans laquelle je suis allée, c'est l'Institut supérieur d'économie et de management qui est à Nice. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon master, j'ai toujours eu pour rêve de devenir bilingue en anglais. Donc, j'ai toujours pu me débrouiller pour avoir de super notes à l'école, apprendre par cœur, etc. Mais j'avais vraiment, comme beaucoup de Français, en tout cas quand j'étais en France, pour vraiment avoir une conversation en anglais, formuler une phrase, etc. Donc, dès que j'ai fini mon master, j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'ai mon master maintenant, tu vois, traditionnel, où ils veulent que tu fasses de longues études, etc. Bon, après, j'avais aussi envie de faire de longues études, donc ça tombait bien. Mais pour le coup, je voulais penser à moi et partir à l'étranger, réaliser mon rêve, en fait, de partir vivre à l'étranger et de devenir bilingue en anglais. Donc, en fait, à partir de là, je suis partie m'installer à Londres pendant 3 ans. Donc, la manière dont j'ai fait ça, donc j'étais célibataire, j'ai fini mon master en apprentissage. Donc, pendant mon apprentissage, j'ai eu un salaire. Donc, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké une école de langue, en fait, pendant 3 mois. Avant même d'arriver à Londres. Ensuite, j'en ai parlé autour de moi et j'avais une tutrice de stage qui avait vécu à Londres avant. Donc, elle avait des amis. Elle m'a recommandé à un couple d'amis, elle, qui venait juste d'acheter une maison, qui avait un enfant et qui avait une grande maison. Donc, ils ont accepté de me louer une chambre. Et voilà, c'est comme ça que mon expérience à Londres a commencé. Je suis arrivée, j'avais déjà la famille d'accueil, en fait, voilà. J'avais mes cours d'anglais le matin pour au moins 3 mois. Et en fait, mon objectif, c'était de devenir bilingue ou courant
Donc, je m'étais dit de rester au moins 6 mois. Je m'étais dit que cerise sur le gâteau, ce serait de trouver un stage en ressources humaines parce que c'est ce que j'avais étudié. Donc ça, pour moi, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Ou si vraiment ça me plaît et que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, avoir mon premier CDI là-bas. Donc en fait, ma première longue expérience professionnelle qui aurait eu un poids en fait sur mon CV et qu'à mon retour en France, je puisse prétendre à un meilleur salaire, etc. C'est un peu ça mon plan de base. Alors j'ai une petite question par rapport à Londres du coup parce que alors déjà je trouve super que tu avais déjà ça en tête et que tu as utilisé ton argent d'apprentissage pour mettre de l'argent de côté. Je trouve aussi génial que tu en as parlé autour de toi et qui du coup ça t'a ouvert des opportunités de location, ça c'est top. Mais du coup ta famille quand tu leur as dit bon bah écoutez ok maintenant j'ai mon master, je vais aller quelque temps à Londres, est-ce ils t'ont bien encouragé dans cette démarche? Alors c'est une super question que tu me poses parce que c'est quelque chose que j'ai fait à ce moment-là et que d'ailleurs je n'ai pas fait pour ma seconde expatriation à Los Angeles et c'est quelque chose que je ferais différemment. Mais en tout cas, la manière dont ça s'est fait pour Londres, c'est que j'ai commencé à en parler 2 ans avant à peu près. Donc, dès que j'ai commencé, que je sentais que j'avais ce calling, enfin, tu vois, que j'avais ce... Tu vois, pour moi, c'était plus qu'un rêve, en fait. C'était vraiment... Pour moi, c'était... Je sais pas comment expliquer. Un objectif, quoi. Une destinée, ou ouais, c'était un objectif. Je sais pas, pour moi, c'était sûr que je voulais aller vivre à l'étranger, en fait. Et j'en ai parlé à partir de 2 ans avant. Donc, et ça a vraiment été génial parce qu'au début, ils étaient absolument pas d'accord. En plus, j'ai commencé à en parler avec l'Australie, donc qui est vraiment à l'autre bout du monde. Et en fait, au départ, ils étaient complètement pas d'accord, ils comprenaient pas. Et en fait, petit à petit, à force d'en parler, à force d'échanger avec eux, de leur dire quel serait le point positif pour moi, d'apprendre à parler anglais, etc. En fait, plus les mois passaient et plus c'est eux qui m'ont dit pourquoi tu n'irais pas à Londres au lieu d'aller à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est génial parce que l'idée, elle est venue de eux, alors qu'au départ, je me suis retrouvée face à un mur, entre guillemets, mais comme quoi, tu vois, avec le temps et la communication et la patience, et j'ai senti qu'ils s'ouvraient de plus en plus, et c'est eux qui m'ont présenté Londres, alors que ça ne m'était même pas... En fait, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, Londres. J'y étais jamais allée de ma vie, et après, je me suis dit, ouais, carrément, pourquoi pas. En fait, c'est juste à côté. Et c'est là que j'ai commencé à en parler avec ma tutrice. Et d'ailleurs, c'est tellement important de parler autour de soi parce qu'on ne se rend pas compte, mais on connaît des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Et en fait, ma tutrice, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et je suis tellement contente. Ça fait gagner énormément de temps. Et même par rapport à mes parents et ma famille, ils étaient beaucoup plus rassurés de savoir que c'est ma tutrice de stage qui, tu vois, c'est une famille que je connais via elle, etc. Ils étaient beaucoup plus rassurés plutôt que si j'allais chez n'importe qui sans les connaître et sans avoir de personnes en commun, tu vois. Et du coup, ça s'est super bien passé parce qu'on a commencé à s'envoyer des mails avec la famille en question. Donc, on s'est échangé les adresses mail et on a commencé à s'envoyer des mails. Et je me souviens, j'étais devant la cheminée chez mes parents et du coup, je leur lisais les mails qu'elles m'envoyaient. Et je disais, elle m'a envoyé un mail, machin. Et donc, du coup, en fait, ils se sont vraiment sentis comme quoi ils faisaient partie de l'aventure, en fait. Bien. Et du coup, j'ai été super contente d'avoir eu le temps, en fait, de créer ça, tu vois. Et où, en fait, et avec le temps et la communication, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, il y a tout qui peut changer ou il y a tout qui s'ouvre, en fait. Ouais, non, c'est génial parce qu'en plus, comme tu l'as dit, du coup, l'idée venait d'eux. Et là, en plus, tu leur dis, écoutez, je ne partirai pas aussi loin. Je vais partir beaucoup plus proche, mais je vais quand même atteindre l'objectif que je me suis fixé d'être bilingue. En plus, du coup, ouais, tu leur as laissé le temps, je pense que c'est de digérer un peu ce changement de vie qui allait se réaliser. Et ça, c'est top. C'est vrai que pour ceux qui ont le temps, et aussi, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que tu as su accepter le fait qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec le fait que tu ailles aussi loin et que tu as su t'adapter et te dire, bon, ok, je ne vais peut-être pas partir aussi loin. Londres, c'est pas si dégueulasse, même s'il pleut bien plus qu'en Australie.
Mais je trouve ça top aussi que tu as su les écouter et comme tu l'as dit, la communication c'est vraiment très important donc vraiment génial. Et donc du coup, Londres, est-ce que tu te souviens justement quand tu es arrivé ces premiers mois, comment ça s'est passé? Oui, en fait, quand je suis arrivée, donc j'avais jamais été à Londres de ma vie, j'avais aucune idée. Franchement, à Paris, j'ai dû aller 2 fois à Paris. Tu sais, tout ce qui est métro, en fait, pour moi, c'était abstrait. En fait, pourtant, j'avais beaucoup voyagé avant ça, mais ouais, j'ai booké mon billet, aller, j'ai pris un retour au bout de 6 mois, parce que du coup, je me suis dit que j'allais rester au moins 6 mois, tu vois. Ouais, du coup, j'avais pris un billet aller, j'ai fait ma valise. Donc, la manière dont j'ai organisé ça, j'ai fini mon master vers septembre et j'ai été emménager à Londres en février. Donc, tu vois, ça m'a donné le temps de trouver l'école, de booker l'école en avance, de booker la famille et d'avoir un peu de temps. Donc, je suis allée avec mes parents en Tunisie en vacances pendant quelques semaines. Enfin, voilà, ça m'a donné un petit peu de temps. Et pendant ce temps, j'ai aussi fait des entretiens d'embauche, etc., juste par curiosité, mais ça a fait que me conforter dans mon choix. Tu parles Et, des entretiens en France du coup? ouais, des Ok. entretiens en France. Tu sais, par curiosité, j'avais le temps et je m'étais dit que, enfin, je suis dans les. En tout cas, j'avais étudié dans les ressources humaines, j'avais fait un stage et tout. Donc, du coup, voilà, je voulais quand même voir un petit peu le marché, rencontrer des personnes, etc. Et en fait, ça fait que me conforter dans mon choix. Et ensuite, donc, je suis partie en février. Donc, j'avais ma valise, j'avais l'adresse de la famille chez laquelle j'allais me rendre. Et en fait, je suis arrivée à l'aéroport et la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai repris contact avec une personne que je connaissais, qui était une copine dans les années collège, mais qui était partie s'installer à Londres. Donc, du coup, j'ai repris contact, j'ai dit, hey, je vais m'installer à Londres aussi. Etc. Donc, elle a offert de venir me récupérer à l'aéroport, enfin, en tout cas, de venir m'accueillir à l'aéroport. Donc, ça, c'était génial. Wow. J'ai passé du coup deux ou trois premiers jours avec elle. Et ensuite, du coup, j'ai pris un Uber donc de chez elle jusqu'à la famille, donc avec ma valise, etc. Et voilà, donc je suis arrivée dans la famille d'accueil. Ils avaient fait un dîner et du coup, je me souviens, la nourriture, c'était pas du tout cuit. En fait, c'était hyper et je me souviens, et je disais oui, c'est super bon. En fait, j'étais super contente parce que déjà, j'aime les légumes. Enfin, je m'en fous si c'est cuit, cru. Enfin, pour moi, une carotte, je peux très bien la manger crue ou cuite. En fait, ça me dérange pas du tout. Mais elle disait, oh, j'ai pas réussi autant qu'avant et tout. Et je disais, non, mais c'est hyper bon. Mais en fait, j'étais sincère, c'était hyper bon, mais j'avais l'impression que, enfin, bref. Donc, c'était hyper marrant. Et ensuite, ils parlaient vraiment que anglais. C'était vraiment des Anglais. Des Anglais, 2000%, l'accent, ils avaient aucune idée de aucun mot en français, tout ça. Donc c'était hyper marrant en fait, tu vois, de manger ensemble, etc. Parce que moi, franchement, mon anglais était vraiment, je sais pas si les gens peuvent vraiment comprendre, mais ouais, tout ce que je savais dire, c'était hello, goodbye, bye. Tu vois, c'était vraiment basique en fait. Après, je connaissais beaucoup de vocabulaire parce que pour moi, c'est hyper simple d'apprendre par cœur, mais après, tu vois, pour avoir vraiment une conversation avec quelqu'un qui a un accent anglais, ça, c'était challenging. Donc, en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai eu ma super chambre et tout. C'était vraiment top. Et ensuite, j'ai commencé donc les cours le lundi qui suivait. Et en fait, les cours, c'est tous les matins. Donc, tous les matins de 8h à midi. Et ensuite, on a l'option de faire 1 ou 2 heures en plus l'après-midi. Ou alors aussi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Il n'y avait vraiment aucun Français dans cette école. Il y avait des personnes du monde entier. Enfin, j'avais jamais vu ça en France, hein, parce que moi, je suis du sud de la France, Provence, PACA. J'avais pas vu énormément de personnes, tu vois, du monde entier. Il y avait vraiment des personnes du Brésil. Je m'étais fait des amis du Brésil, de Chine, Japon, Ah, trop bien. Argentine. Enfin, vraiment, il y avait... ouais, c'était hyper cosmopolite. Franchement, Londres, c'était hyper cosmopolite. Et du coup, c'était génial parce qu'on était obligés de parler en anglais ensemble. Et donc, on passait l'après-midi ensemble. En général, tu vois, pour visiter la ville, aller dans des musées, faire des activités. Et voilà. Et ensuite,
À partir de quelques semaines, j'ai décidé de chercher un travail. Donc, un petit job à côté, tu vois, pour rencontrer du monde et me faire un peu plus, tu vois, avoir un peu une vie plus dynamique, en fait, parce que aller juste en cours et après avoir l'après-midi, on pouvait visiter. Mais bon, du coup, je m'étais dit, OK, même si j'ai mis de l'argent de côté et tout, je peux commencer à me faire un peu d'argent en plus en pounds. Ouais, carrément. Tu vois, plutôt que de juste être assise. Quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher un travail. J'ai déposé des CV autour de là où je vivais. Donc, en fait, moi, j'habitais à Queen's Park, pour ceux qui connaissent Londres. Et j'ai commencé à déposer des CV un peu partout. Queen's Park, Cancer Rise. Et j'ai trouvé un petit job dans un resto bar à salade. Et franchement, mon niveau d'anglais, il était tellement pas bon au début que je pouvais même pas prendre les commandes. En fait, je servais juste. Elle est muette. Il y avait une Française d'ailleurs d'origine algérienne qui travaillait. Et donc, c'est elle qui prenait les commandes. Et après, elle me disait, oui, amène un cappuccino à la table, machin. Enfin bref. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 semaines. Et après, j'ai décidé d'arrêter parce que, en fait, je trouvais que c'était un peu trop... C'était vraiment cool parce qu'en fait, ça m'a permis de me faire un groupe d'amis, tu vois, dans ce resto. Et en plus, c'était juste à côté de chez moi. Mais par contre, je ne me voyais pas continuer à faire ce travail-là parce que c'était dur physiquement. Mm-hmm. Et en fait, je trouvais que je commençais à presque avoir envie de retourner en France, tu vois. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'était dur en fait, tu vois, il y avait des escaliers, machin, à chaque fois que je servais, machin. Enfin, tu vois, je commençais à plus trop. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je me suis fait des super potes, c'est juste à côté de chez moi, je vais pouvoir aller prendre le café avec eux tous les jours, mais bon, je vais chercher un autre taf, tu vois, qui va plus me permettre de vraiment apprécier mon expérience et mon temps ici, parce qu'en fait, le but, c'était vraiment d'apprécier mon expérience. Tu vois, j'avais fait 5 ans d'études, j'avais fait que étudier et tout, j'avais vraiment envie de profiter à fond. Et en fait, du coup, j'ai commencé à laisser des CV dans des boutiques, etc. Et là, j'ai été contactée par Harrods et j'ai eu un travail de vendeuse chez Harrods, qui est le centre commercial le plus luxueux du monde. Et du coup, j'ai travaillé chez Reiss, qui est une marque premium, on va dire, de Londres, en fait. C'est une marque anglaise. Et ensuite, j'ai aussi travaillé un petit peu chez Gucci. Et en fait, c'était vraiment, vraiment génial parce que comme c'était dans le secteur du luxe, le process de vente faisait 3 pages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne s'approche de notre stand, en fait, il fallait lui parler et le process était vraiment 3 pages. Donc, à chaque fois, j'avais des conversations de 30 minutes avec des inconnus qui venaient faire du shopping. Et pour améliorer mon anglais, il n'y avait pas mieux. Tiens, si tu sais pas parler, on t'a tout écrit déjà sur des feuilles. Mais justement, j'allais rebondir sur comment ça se passe un entretien d'embauche quand on a du mal à parler anglais, en fait. Ah, mais tu poses vraiment des questions qui sont génialissimes. Parce que je pense que ça va vraiment être comment. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va encourager des personnes. Donc voilà, mon niveau d'anglais était vraiment basique, etc. Et en fait, ce que j'ai appris en communication quand j'étais à la fac, c'est que la communication verbale, c'est 7%, je crois. Je crois que c'est 7%. Après, tu as le physique et tu as la gestuelle. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je ne vais pas miser sur mon verbal. Je vais tout miser sur le physique. Ça passe pas. Surtout dans le luxe, tu vois. Et en fait, la manager elle était d'origine russe. D'ailleurs, je pense qu'elle est même retournée en Russie, etc. Mais bref, donc du coup, elle parlait couramment anglais. Elle était vraiment... c'était la manager dans le luxe, qui présentait super bien, etc. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est OK, je vais miser à fond sur la présentation physique et la gestuelle et mon énergie, en fait. Trop bien. Et ça s'est super bien passé parce qu'elle me parlait. Donc, elle m'a expliqué comment elle a eu mon CV. Parce que du coup, je t'ai dit, j'avais déposé des CV dans des boutiques à côté, à Kensington, etc. Mais en fait, moi, j'avais jamais entendu parler de Harrods avant que Harrods m'appelle pour travailler chez eux. Et du coup, je me souviens, j'étais du coup dans le café, tu sais, où je m'étais fait mes potes, là, où j'avais décidé de partir. Mais du coup, j'allais là-bas tous les jours, comme c'est à côté de chez moi, c'était parfait. Et je disais, oh, il y a Harrods qui vient de m'appeler. Et le manager, tu sais, il m'a dit, Harrods. Il était choqué. Il disait, mais attends, mais Harrods,
Rhodes, c'est genre extraordinaire, tu vois. Et je disais, ah bon? Et en fait, la première fois que je suis allée chez Rhodes de ma vie, c'était pour mon entretien. Donc bref, encore une fois, j'avais étudié dans les ressources humaines, etc. Donc du coup, par rapport aux entretiens, je savais comment le préparer. Donc je suis arrivée un petit peu à l'avance, j'ai regardé autour, etc. Et en fait, comment j'ai fait mon entretien? Je me suis habillée exactement ce qu'ils attendaient de moi. Donc en fait, il y a un dress code, c'était s'habiller tout noir avec la même texture en bas et le haut, en fait. Je peux pas mettre juste une jupe en coton et une veste en cuir. Enfin, il faut absolument que ce soit la même matière. D'accord. Et d'ailleurs, c'était une robe, maintenant que tu me le dis, et c'était noir, avec les cheveux genre super bien, tu vois, plaqués, ou tu vois, bien coiffés, avec un rouge à lèvres rouge, enfin, tu vois, c'était vraiment un peu comme les hôtesses de l'air, en fait. Ouais, tu vois, il y a un dress code, et du coup, voilà, j'avais fait donc mes recherches, où il me semble que je lui avais même posé la question. Je lui avais dit qu'est-ce que c'est que, tu vois, je lui avais posé la question. Et voilà, donc du coup, j'avais misé là-dessus. Et ensuite, je me suis dit, je n'ai pas besoin de tout comprendre, en fait. Il n'y a pas besoin de tout comprendre dans la vie. C'est clair. Tu vois, au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout comprendre? Ça va pas changer. En fait, je vais perdre plus à dire « Ah, pardon, qu'est-ce que tu as dit ?» dans ce cas de figure. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a raconté comment elle a eu mon CV. Je mourais d'envie de savoir. J'ai fait « Ah, amazing !» tu vois, et en fait, j'ai dit « Ok, oui à tout !» J'avais une énergie de fou, sourire à fond, et j'ai eu le job, quoi. Trop bien. Et en fait, une fois que j'étais là-bas, j'avais mes collègues, etc. Et en plus, il y avait les 3 pages, donc il suffisait de suivre. Et ensuite, en fait, petit à petit, tu vois, avec les cours le matin et avec le travail à Rhodes et tout, franchement, en 3 mois de travail chez Rhodes, j'ai été courant. Mon anglais était complètement courant. Trop bien. Ouais, donc c'est une super question. Des fois, il n'y a pas besoin de tout savoir. Franchement, si c'était vraiment une question hyper importante, je l'aurais peut-être coupé ou je l'aurais peut-être dit de répéter, mais en fait, ça allait pas être dans mon avantage de faire ça, puisqu'elle savait déjà que j'étais pas bilingue, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, le moins je parle, le mieux c'est. Et au final, tu vois, franchement, j'ai fait du bon travail là-bas et j'ai progressé à fond. Et tu vois, ça m'a... Et au final, je pense que même si je n'avais pas compris un truc hyper important, genre, à quelle heure je vais commencer quoi, j'aurais pu l'emailer, tu vois, lui envoyer un email et lui dire, juste pour être sûre, tu vois. Donc, bref. Donc, du coup, et je connaissais aussi un petit peu de vocabulaire dans mes recherches, dans mon entretien, tu vois. Pour mon entretien, j'avais appris du vocabulaire par cœur pour tout ce qui est prêt-à-porter. Du coup, ça m'a permis un petit peu de répondre à ces questions, ou tu vois, de montrer que je connaissais, mais voilà, quoi. J'avais pas besoin de tout comprendre. Moi, j'ai pas compris l'histoire ou comment elle est mon CV, mais peu importe, parce que j'ai eu le job à la fin, tu vois. Trop bien, mais c'est un point important que tu dis, que c'est vrai que trouver un job, même en France, hein, même si tu es français et que tu cherches un travail en France, c'est un travail à part entière de trouver un travail. À l'étranger, c'est pareil, sauf que tu te mets un challenge en plus, c'est que tu risques de pas comprendre tous les mots, mais comme tu l'as dit, tu as appris le vocabulaire de ce domaine-là, et c'est trop bien, parce que regarde où t'en es aujourd'hui. T'es resté combien de temps chez eux, du coup? Alors, chez Rhodes, je suis restée jusqu'à ce que j'étais vraiment courant. Donc, je pense, au total, j'ai dû rester 3-4 mois. Attends, il me semble que j'avais commencé en février et en octobre, j'ai commencé autre chose. Donc, ça fait, je crois, 6 mois, un truc comme ça. Donc, voilà, à partir du moment où j'étais bilingue, j'ai décidé de commencer à chercher un travail où j'étais courant, en fait. J'étais pas bilingue. En fait, j'étais anglais courant. Je pouvais très bien avoir une conversation, etc. Mais je savais très bien que le domaine dans lequel j'étais, c'était le luxe et le textile, mais que moi, je suis dans les ressources humaines ou dans la tech, dans tout ce qui est IT, etc. Et du coup, j'ai commencé à chercher un travail dans ce domaine-là pour approfondir mon vocabulaire, etc., dans ce domaine-là. Voilà, donc du coup, au bout de 6 mois, j'ai commencé à chercher un travail. Donc, j'ai commencé à postuler à des CDI. Et pareil, franchement, je me souviens, je postulais à des jobs.
je comprenais pas tout en fait dans la job description. Mais je me suis dit whatever, parce que franchement, même quand tu comprends tout, quand tu rencontres le hiring manager, je suis désolée, je fais du franglais, mais quand tu rencontres la personne qui va te recruter, des fois le job il te donne tellement d'informations qui sont même pas dans la job description, tu vois. Donc en fait voilà. Et en fait, je me souviens, j'avais envoyé plein de CV et je m'étais dit, peu importe, des fois, je sélectionnais, je crois qu'il y avait des sites où j'envoyais mon CV genre 10 fois d'un coup, tu vois. Je faisais pas tout le temps, tout, tu vois, avec l'aide de motivation, etc. Et c'était vraiment pour voir un peu le marché. Et j'ai eu une réponse pour un job qui s'appelle Driver Recruiter. Donc, bref, j'ai commencé à faire des recherches sur l'entreprise, vu que déjà, ils étaient intéressés, tu vois, pour me rencontrer. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur l'entreprise. En fait, il se trouve que c'était une app, un peu comme Uber, mais pour les taxis pro, tu sais, de Londres, là, avec les black cabs, ils appellent ça. Donc, en fait, le job, ça aurait été de recruter des drivers de black cab. De chauffeurs de taxi, ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc du coup, j'ai été invitée à rejoindre, tu vois, à rencontrer la recruteuse Talent Acquisition Manager de cette startup. Et en fait, donc elle m'a expliqué le rôle et en fait, on était tout à fait d'accord à la fin de l'entretien que ça me correspondait pas du tout, en fait. Ça correspondait pas. En fait, j'avais pas le bon profil. Pour ce type de job. Et en fait, on était totalement d'accord toutes les deux. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment eu une super conversation et on était totalement d'accord. Et je lui ai expliqué donc ma situation, comme quoi je cherchais à avoir une première expérience à Londres dans les RH. Voilà, moi, je ne voulais pas rester à Rhodes ad vitam aeternam, tu vois. Et je voulais vraiment... Et en fait, elle m'a dit, OK, bah, écoute, je vais voir ce que je peux faire et tout ça. Et en fait, 2 semaines plus tard, j'étais en France. J'étais revenue pour, tu vois, des vacances, quoi, pour revoir ma famille pendant 1 semaine ou 2. Et je reçois un mail de sa part. Et du coup, elle m'a offert de faire un internship avec elle, vu que c'était la Talent Acquisition Manager. Et du coup, elle m'a pris sous son aile et elle m'a offert donc de faire ça avec moi. Donc, elle m'a dit pour 3 mois, ce sera 3 mois d'internship. C'est une start-up dans la tech parce que du coup, c'est une application. Et du coup, je recrutais des profils un peu plus, tu vois, dans la tech ou dans le marketing ou des profils plus en interne, en fait, pour les fonctions support, mais aussi pour tout ce qui est commercial, tu vois, pour vraiment développer l'application. Plutôt que vraiment spécialisée dans les drivers, là, c'était plus avec elle. D'accord. Donc, du coup, c'était génial. Et moi, donc, j'étais à Rhodes à ce moment-là et je lui ai dit, bah oui, moi, ça m'intéresse et tout ça. Par contre, Londres, le niveau de vie, c'est hyper cher. C'était hyper cher, les loyers, le métro, etc. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me payer au moins autant que ce que j'avais chez Harrods. Et du coup, elle m'a dit OK. Mais trop bien. Et du coup, comme quoi, il faut demander. Il faut demander. Mais il faut oser demander, en fait. Parce que je lui ai dit, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 solutions. OK, j'aurais pu... non, je pense que j'aurais pas pu, tu vois, d'une manière décemment travailler pendant 3 mois dans la City à Londres sans avoir rien, tu vois. C'est clair. Donc, du coup, trop bien. J'ai négocié mon salaire même en stage. C'était un super salaire. Franchement, il y a des personnes en CDI, ils touchaient pas ça. C'était pas incroyable. En fait, c'était à peu près dans les 1500 pounds. Donc, franchement, en stage, moi, j'ai signé et je re-signerai, tu vois. À ce moment-là, dans ma vie, c'était génial. Et du coup, j'ai fait ce internship avec elle pendant 3 mois. Et en fait, pendant ce internship, franchement, là, j'étais vraiment hyper à l'aise. Le vocabulaire, le milieu de l'entreprise, une start-up, il n'y avait pas de français. Il y avait des personnes du monde entier, il n'y avait aucun français. Parce que souvent, quand tu te retrouves dans un environnement, il y a des Français, tu parles en français, en fait. Et là, il y avait vraiment pas... J'étais la seule Française. Et du coup, je suis restée là-bas pendant 3 mois. Et ensuite, donc, une fois que mon internship était fini,
je suis retournée chez Harrods. Bon, je leur en avais parlé, je leur avais dit si jamais j'ai besoin de revenir après mon internship. Donc, je suis retournée chez Harrods pendant même pas un mois. Et là, du coup, vu que j'avais cette expérience, j'ai directement ensuite retrouvé un permanent contract, enfin, comme un CDI, entre guillemets, avec sans date de fin. Et donc, voilà. Et ensuite, je suis restée dans cette entreprise-là pendant presque 2 ans. Excellent. Et ben franchement, c'est trop cool parce que comme tu l'as dit déjà, tu as su refuser une offre qui ne te correspondait pas, tu as su demander un salaire plus que non, de toute façon, on ne pouvait pas te dire. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais des fois, d'aller faire un stage de 3 mois, ça va nous ouvrir des portes par la suite qui vont être incroyables. Moi, ça a été ça aussi. J'ai fait un stage avant d'avoir un CDI. Et des fois, c'est vrai que Ouais. on veut toujours foncer dans le CDI, alors que des fois, un petit stage de quelques mois qui est rémunéré, parce qu'en général, ils sont bien rémunérés à l'étranger, ça va nous ouvrir des portes qui sont géniales. Et donc, du coup, toute cette expérience à Londres se passe bien, mais tu décides de partir. Oui, donc voilà, donc en tout, je suis restée à Londres pendant 3 ans et en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais rencontré mon mari. D'ailleurs, là-bas, à l'époque, c'était encore mon chéri. Donc, au bout d'1 an, je l'ai rencontré et en fait, au bout de 2 ans donc de CDI, etc., j'étais arrivée à un point où en fait, je me voyais pas continuer comme ça à Londres. En fait, Londres m'avait apporté ce que je voulais. Parce que tu vois, en Même général, plus. quand je fais quelque chose, j'essaye de me demander pourquoi, tu vois, j'essaye d'avoir, enfin en tout cas pas j'essaye, mais en tout cas je le fais sans même m'en rendre compte des fois. Mais tu vois, j'ai un objectif, j'ai plan A, plan B, ou là en fait j'avais vraiment fait le tour et même plus, tu vois, j'ai rencontré mon chéri qui est maintenant mon mari et tout ça. Mais en fait, j'étais arrivée à un point où je m'étais dit, écoute, moi là-bas, je suis venue ici parce que je voulais être bilingue, je suis bilingue. J'ai eu mon internship, tu sais, mon stage. J'ai eu mon CDI pendant quasiment 2 ans. Et en fait, je suis arrivée à un point où, en fait, Londres, j'avais un peu fait le tour, quoi. Je voyais pas, tu vois, la progression que je voulais dans mon travail à ce moment-là. Et en même temps, j'avais d'autres objectifs, en fait. J'ai vraiment eu envie d'investir parce qu'en fait, quand on vit à l'étranger, souvent, tu vois, quand on est en France, oui, la retraite, mais quand on vit à l'étranger, on ne sait pas trop à quoi s'attendre au niveau de la retraite. Tu vois, on travaille, mais voilà. Et donc, du coup, assez rapidement, j'ai eu envie d'investir dans l'immobilier. Les prix à Londres étaient vraiment hyper élevés, en tout cas à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu pour objectif d'investir dans le sud de la France. Donc, en fait, j'ai eu cette idée qui m'est venue dès que j'ai à peu près commencé mon premier, donc mon CDI en question. Et du coup, pendant mes 2 ans à Londres, quasiment, j'ai vraiment save. En fait, j'ai vraiment mis de côté. Donc, tu vois, mes commissions, donc mon travail. Donc, j'étais chargée de recrutement, en fait, dans l'IT. Et du coup, j'avais des commissions. Donc en fait, j'avais pas juste un salaire basique et pour moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie en général d'avoir une partie variable en fait de mon salaire et du coup voilà, j'ai vraiment mis de côté, je me suis vraiment organisée pour mettre à fond de côté et parce qu'en fait, j'avais cet objectif en tête. Donc en fait, j'ai commencé petit à petit à mettre de l'argent de côté, à me dire que j'allais m'acheter un appart dans le sud de la France. Je me souviens avoir même pris contact quand j'étais encore employée à Londres avec des agents immobiliers. Pendant que je venais en France, tu vois, pour voir ma famille, je commençais à visiter 1 ou 2 apparts par-ci, 1 ou 2 apparts par-là. Mais c'était, tu vois, vraiment, je visitais de tout et de rien parce que je commençais vraiment à avoir un intérêt, tu vois, et vraiment avoir une idée de quel type d'appart j'aime bien, combien ça coûte, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait que j'avais un CDI à Londres, ça allait me porter. En fait, ça allait pas être aussi simple que si j'avais un CDI en France pour faire un achat immobilier, que ce soit par rapport à combien il faut payer en cash, tu sais, quand tu es à l'étranger, en général, il faut mettre 1/3 de la somme en cash. Enfin bref, il y avait plein de choses comme ça. Donc, j'ai commencé à parler avec un courtier parce qu'en fait, j'avais une copine qui avait acheté un appartement juste avant que je parte m'installer à Londres. Et du coup, j'en ai discuté avec elle. Elle m'a donné le contact de son courtier, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, tu sais quoi, l'été approche. J'ai peut-être envie de commencer à me trouver un travail dans le sud. Et puis après, une fois que je finis ma période
décès éventuellement, je peux investir. Et puis, tu vois, comme ça, moi, ça me sécurise un petit peu par rapport au fait que pendant ces années-là, il me semble d'ailleurs que j'avais quand même cotisé à la retraite parce que il me semble qu'en Europe, Ça en fait tout cas partie à de Londres, l'Europe, tu oui. cotises quand même. C'est ça, ouais. Ouais, donc voilà. Mais tu sais, c'était un peu flou et bref, je voulais un truc un peu plus safe, tu vois. Et voilà. Donc, du coup là, je réponds à quelle question? Mais là, tu sais quoi, j'ai juste envie de te dire, franchement, je suis très remarquable. Enfin, vraiment, j'aimerais beaucoup avoir ta patience parce que tu as toujours un objectif, mais tu dis, je vais me laisser le temps. À chaque fois, j'ai l'impression que tu t'es bien laissé 2 ans, tu vois, tu n'es pas trop pressé. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, il faut que ce soit fait hier, tu vois. Donc du coup, j'ai pas de thunes, enfin tu vois, j'ai pas réfléchi et c'est vrai que j'admire beaucoup ça. En fait, je voulais la question d'origine, c'était donc tu étais à Londres, maintenant tu es rentrée en France, tu as pu justement faire ce projet immobilier pendant quelques années. Donc là, on va passer un peu plus vite cette étape parce que du coup, je pense que c'est pas Ok. enfin elle est intéressante, mais là du coup, toi tu avais cette ambition d'acheter, tu es rentrée en France avec ton chéri si je me trompe. Ah non, vous avez fait une Non, relation distance. exactement. Donc, Mm. en fait, voilà, moi, j'ai expliqué, en fait, mon souhait de vouloir investir sur la Côte d'Azur parce que j'ai ma famille là-bas et que j'avais envie d'avoir mon chez-moi là-bas. Donc, du coup, bah, mon chéri, il m'a complètement soutenue. Lui, il est resté à Londres et moi, je suis partie en France. Donc, voilà, j'ai trouvé un travail en France où je voulais, tu vois, Sophia Antipolis. Et ensuite, j'ai continué à, tu vois, mettre de l'argent de côté. Je m'étais loué un petit studio à côté du travail et pas trop loin de chez ma famille pour pouvoir bien profiter de ma famille aussi. C'était pas trop dur cette relation, pas longue distance, mais quand même il y a une distance entre vous deux. Oui, il y avait une distance, mais en fait, avec mon chéri, lui, il a passé toute sa vie à Londres. Et en fait, on est arrivés tous les deux à un point où en fait, on discutait vachement de Londres et en fait, on voyait que c'était pas là où en fait on se voyait sur le long terme. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, ok, je commençais à regarder un peu les VIE aux États-Unis, etc. Et en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais m'investir dans le sud de la France, mais en même temps, je vais me rapprocher de ma famille. Et en même temps, je vais me donner le temps parce que voilà. Et en même temps, tu vois, je travaillais, etc. Donc, c'est pas comme si j'avais perdu du temps, au contraire. Et du coup, j'ai décidé de retourner vivre dans le sud de la France parce que je m'étais aussi dit, si jamais on finit par décider de s'installer aux États-Unis, ce qui était encore vraiment flou. Hein. C'était pas du tout pour nous, c'était pas du tout pour tout de suite. C'était au moins dans 2 ans, voire plus. Et encore, c'était peut-être. Et du coup, pour moi, c'était important de me rapprocher de ma famille en fait, parce que ça faisait déjà 3 ans que j'étais à Londres et du coup, j'ai eu des neveux et nièces pendant ce temps. Et pour moi, c'était hyper important de me rapprocher de ma famille et pas faire Londres, US. Tu vois, ça aurait été trop loin, trop détachée, alors que là, vraiment, pendant 2 ans, j'ai été tous les week-ends avec ma famille. Voilà. Donc, du coup, c'était super parce que c'était dur d'un point de vue... parce que oui, avec mon chéri, du coup, il y a eu une relation à distance, mais en même temps, j'étais super contente de retrouver ma famille, mes sœurs, mes neveux et nièces. Et en plus, j'avais un objectif en tête, tu vois, par rapport à l'achat immobilier. En plus, j'avais mon travail, j'allais tout le temps au sport. Et après, on se voyait quasiment tous les week-ends. Soit il venait dans le sud, soit j'allais à Londres. Et même quand il venait, en général, quand on prenait des vacances, on partait, tu vois, au Portugal, ou tu vois, on profitait plus, en fait. Donc, à chaque fois qu'on se voyait, c'était... c'était génial. En fait, on faisait que aller au resto, sortir, tu Toujours vois, on en... faisait que des trucs géniaux, quoi. Il n'y Ouais. avait pas de quotidien. C'était toujours en C'était mode, trop bien. toujours en mode lune de miel. C'est pas mal. Mais, Exactement. mais du Ça, coup, c'est en trop... fait, ça a été exactement ça. Ouais, c'est trop bien ce que tu dis parce que tu vois, j'en parle souvent parce que là, j'ai des fois des femmes qui me contactent et qui me disent oui, j'ai envie d'aller au Canada et je leur demande pourquoi tu as envie d'aller au Canada. Je sais pas, c'est mon instinct et c'est ce que j'essaye de leur dire, c'est bien de savoir pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on recherche. Il faut surtout pas dire parce que j'ai envie de partir de la France ou pour toi dans ton cas, se dire ben j'ai envie de partir de Londres. Non, c'est je vais en France ou ailleurs hein, parce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Tu sais c'est quoi ton pourquoi?
tu as un but à atteindre. Quand tu allais à Londres, c'était d'apprendre l'anglais. Tu avais à chaque fois un but. Et du coup, je trouve que c'est super important parce que même si peut-être, des fois, ton chéri devait te manquer, mais tu savais pourquoi tu étais là, tu voulais profiter de ta famille, tu voulais acheter un appartement. Et ça, je trouve que c'est vraiment tellement important. Peu importe où on va, il faut savoir pourquoi on y va en fait. On fuit pas quelque chose, on a un objectif, on est déterminé et on va tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et une fois qu'on l'a atteint, quel va être notre objectif? Et du coup, toi, tu as atteint cet objectif d'investir. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, j'ai atteint mon objectif d'investir et donc ensuite j'ai emménagé dans mon appartement. Juste avant d'emménager dans mon appartement, en fait, pendant ces 2 ans, mon chéri a passé beaucoup de temps à venir du coup dans le sud de la France où moi j'allais à Londres, mais du coup il passait beaucoup de temps dans le sud de la France et il parle absolument pas français. Donc en fait, il s'est vraiment rendu compte que c'était pas pour lui à ce moment-là, en fait, le sud de la France. On a un peu essayé, tu vois, parce que du coup, il venait, on voyait, oui, est-ce que tu te verrais ici, machin. Et en fait, non, pour lui, c'était beaucoup trop. En fait, il a toujours été habitué à vivre à Londres, tu vois. Donc, pour lui, le sud de la France, l'hiver, c'est absolument mort. Enfin, en tout cas, pour lui, c'était vraiment mort, tu vois. Si tu vas à Saint-Tropez l'hiver... il n'y a pas grand-chose qui se passe, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on était tous les deux aux mêmes étapes de nos vies où en fait on a beaucoup d'ambition, on a envie de faire plein de choses en fait. Et c'est vrai que le sud de la France, en tout cas à ce moment-là, on n'était pas dans le mood ok on se pose en fait. On était plus dans un mood ok exciting, tu vois, on avait envie de faire plein de choses. Donc du coup en fait il s'est rendu compte et moi aussi, et en plus il parle pas du tout français et pour lui c'était compliqué en fait, tu vois, d'être dans le sud. Parce que en général, les gens parlent pas anglais, ou en tout cas, même s'ils parlent anglais, ils n'ont pas envie de parler anglais nécessairement. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas idéal, en tout cas pour lui à ce moment-là, qui avait envie de faire plein de choses niveau business. Et du coup, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Moi, je me voyais pas retourner à Londres. Lui, il se voyait pas non plus à Londres à cause du temps. Tu vois, la météo. En fait, on adorait la météo du sud de la France, en tout cas l'été. Et en fait, on s'est dit, il a de la famille à Los Angeles. Moi, j'avais déjà été à Los Angeles avant, j'étais déjà allée à New York avant pendant mon apprentissage, etc. Et en fait, on adore Los Angeles, en fait. Et du coup, on a décidé d'y aller en vacances en mai. On a été à Los Angeles pendant 2 semaines en vacances et en fait, on s'est dit que c'était parfait pour nous, en tout cas parce que du coup, c'est anglais, c'est anglophone. Donc pour lui et pour moi, c'était idéal. En plus, il y a plein d'opportunités, ça bouge toute l'année et la météo, elle est encore mieux que dans le sud. Et en plus, il a une partie de sa famille ici qui n'est pas sa famille directe, mais c'est des tantes, des cousins, des cousines. Donc c'est pas, ils peuvent pas le sponsoriser pour un visa. Tu vois, c'est pas comme si c'était ses parents directement, tu vois, ou la famille directe, par exemple, une sœur ou quelque chose comme ça, ça peut être possible. Mais en tout cas, voilà, il avait un peu de famille ici et en fait, on a toujours aimé Los Angeles. Donc du coup, on est venu en vacances et on a vraiment décidé qu'en fait, moi, on se voyait vivre à Los Angeles. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'après mes vacances, donc je suis retournée au travail dans le sud de la France. Lui, et en plus, on voulait revivre ensemble. En fait, ça faisait 1 an et demi, voire 2 ans qu'on était séparés. Du coup, c'était en mode lune de miel pendant les vacances. Mais en fait, on avait vraiment envie de vivre ensemble. Donc, en fait, pendant ces 2 ans, ça nous a permis, tu vois, de vraiment prendre la décision pour LA. Et du coup, dès que je suis retournée au travail, vers juillet, un truc comme ça, donc j'ai emménagé dans mon appart et j'ai eu une conversation avec ma manager. Et en fait, je lui ai dit, bon, ils étaient au courant, hein, tu vois, qu'on était en relation à distance, que je passais mes week-ends à Londres. Des fois, je travaillais même du bureau de Londres quand je voulais rester à Londres un peu plus longtemps. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on a décidé
de revivre ensemble et tout ça. Par contre, ils se voient absolument pas dans le sud. On se voit pas retourner à Londres. Je sais qu'on a des bureaux en Californie. On voudrait tenter l'expérience et s'installer à Los Angeles. Et j'ai aimé mon travail là-bas. Et du coup, je voulais voir si je pouvais continuer l'aventure avec eux, mais ici. Et du coup, au départ, elle était étonnée. Mais franchement, elle était OK. Écoute, je vais en parler avec le directeur, etc. Et en fait, le directeur, on en a parlé à son retour de congé, 2 jours plus tard. Et il a été hyper ouvert. Il a directement envoyé un mail au bureau ici en Californie. Et il se trouve que dans la même seconde, il recherchait une personne exactement comme moi. Donc, bilingue anglais. Moi, ça faisait déjà 2 ans à Londres que j'avais fait ce travail donc de recrutement en tech, plus mon expérience avec eux. Donc, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais avec eux dans le sud de la France. Et du coup, j'ai fait mes entretiens et en fait, ils m'ont sponsorisée. C'est comme ça que j'ai fait mes entretiens en août et j'ai eu mon visa mi-octobre. Mais c'est génial. C'est génial parce que tu vois, j'ai déjà entendu, ouais, j'ose pas en parler à mon manager, j'ose pas parler à mes chefs. Mais en fait, tu te rends pas compte ce que tes chefs, ils peuvent te rendre comme service. Exactement. Parce que justement, arriver aux États-Unis, ça peut être très compliqué si on n'a pas de carte verte ou si on n'est pas sponsorisé. Ah oui. Et là, du coup, mais c'est trop bien parce que du coup, avec un sponsor. Et est-ce que tu sais si lui aussi, ton chéri, à côté, il essayait de chercher ou pas du tout? C'est vraiment, toi, t'as dit Don't worry, darling, Oui. I'm gonna do this. I'm in charge. Non, en fait, nous, c'était vraiment un objectif à 2. Donc, du coup, lui aussi, il essayait de son côté. En fait, lui, il avait un restaurant à Londres et il est dans tout ce qui est property development, donc promoteur immobilier. Et du coup, en fait, il s'est renseigné pour faire le visa investisseur. Sauf qu'en fait, avec mon visa, en un claquement ou un battement de cils, en fait, je te dis, j'ai fait mes entretiens en août, j'ai eu mon visa en octobre. Ouais, parce que... Moi, ça m'a choquée. Ouais. Ça m'a choquée parce que sur Internet, quand on recherchait, on s'est dit, OK, ça va prendre 6 mois à 1 an, donc c'est bon, tu vois, on a 6 mois pour s'organiser parce que bon, quand même, j'avais mon appart, j'avais plein de choses à gérer à côté. En fait, en 1 mois et demi, ça s'est fait hyper rapidement, tu vois. Le sponsor, c'est une façon folle parce que du coup, en général, les entreprises, en plus, ils dealent avec des avocats ou soit des fois, ils ont même un service immigration dans l'entreprise si elle est grosse. Et du coup, eux, ils gèrent tout. Toi, tu as juste à envoyer les papiers qu'on te demande et c'est fait très rapidement. Donc, c'est trop bien, quoi. Voilà. Et puis, ça te coûte rien surtout. Au max, ça va peut-être te coûter 500 € pour booker un rendez-vous à l'ambassade, mais en soi, ça te coûte absolument pas grand-chose. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui peuvent faire payer l'employé, mais en tout cas, c'était pas mon cas. Et surtout, le visa E2, c'est hyper cher. C'est hyper cher, c'est plus dans les 500 000 $ en fait. C'est énorme. Il faut avoir 2 à 3 employés américains. Enfin, c'est énorme en fait. Mhm. Donc du coup, pour nous, c'était tout bénef parce que du coup, j'avais un travail direct. Et pareil, mon expérience, elle continue à grandir. Tu vois, c'est pas comme si, tu vois, tout à coup, il y a un blanc dans mon CV, personne ne veut m'embaucher parce que j'ai jamais travaillé aux US. Bon, je pense que ça aurait pas été un problème pour moi parce que j'avais déjà travaillé à Londres. Donc, en fait, tu vois, il y avait quand même... je parlais déjà anglais, tu vois, j'avais déjà eu une expérience anglophone, etc. Donc, je pense pas que j'aurais eu un souci, mais en tout cas, tu vois, j'ai pu arriver directement, commencer à travailler et ça a été super pour tous les deux. Et du coup, est-ce que par rapport au visa E2, est-ce que ton chéri a dû devenir ton mari ou est-ce qu'il pouvait quand même être sponsorisé sans le mariage? Pour les États-Unis, c'est avec mariage uniquement qui sponsorise. Ok, donc vous étiez déjà mariés entre-temps. C'est ça. Ok, super. Ouais, parce que des fois, je sais qu'il y a au Canada, par exemple, tu as le conjoint de fait, donc rien pour prouver que vous habitiez ensemble pendant 1 an ou que vous aviez une relation, ça marche. Mais du coup, les États-Unis, il faut quand même qu'il y ait une preuve de mariage. Oui, il faut qu'il y ait un mariage. Et d'ailleurs, il me semble qu'en Australie aussi, tu n'as pas besoin de mariage. Mais en tout cas, pour les États-Unis, si les 2 personnes veulent être sous le même visa, il faut qu'il y ait un mariage.
Ok. Donc voilà. Bon, dans notre cas, ça allait puisque, en fait, il m'avait déjà... en fait, on était déjà fiancés depuis qu'on habitait à Londres. Trop bien. Donc, on avait déjà notre date de mariage, etc. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Mais oui, pour les États-Unis, il faut un mariage. Super. Et donc, du coup, là, ça fait combien de temps, du coup, vous êtes à Los Angeles? Alors là, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais, ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans et 2 mois. Donc en fait, au départ, on a emménagé à Orange County parce que les bureaux de mon entreprise étaient à Orange. Donc c'est juste à côté de Los Angeles. Donc j'ai travaillé là-bas pendant quasiment un mois, mais ensuite il y a eu le Covid. Donc tout le monde a commencé à travailler de la maison. Et donc ensuite, on a décidé de venir s'installer à Beverly Hills, à Los Angeles, puisque de toute façon, je travaillais de la maison, donc j'avais plus besoin d'être à Orange County. On est plus près de sa famille. Enfin, on avait toujours eu envie, tu vois, c'était un peu notre rêve. Donc on s'est dit, why not? Autant faire un max de l'expérience, tu vois. Mais trop bien. Franchement, j'adore votre histoire, j'adore votre parcours parce que déjà, j'ai l'impression que vous êtes en lune de miel depuis longtemps. Depuis longtemps. Et en plus de lune de miel, vous êtes en train de vivre un film hollywoodien. Attends, j'arrive même pas à le dire. Hollywoodien. Hollywoodien. Génial. Et du coup, Mais mais c'est là, trop bien parce qu'on est vraiment tous les deux, tu vois, ouais, on est vraiment tous les deux, bah ok, tu vois, ils disent souvent dans une relation, t'as une personne qui est un peu plus terre à terre ou pessimiste et l'autre qui est, nous, on est tous les deux un peu comme ça, mais après, je trouve qu'on est quand même raisonnable aussi, mais tu vois, par exemple, je vais partager notre point. En fait, quand j'ai commencé à travailler de la maison, on s'était dit, écoute, là, ça fait 3-4 mois que je travaille de la maison. C'est bon, on peut aller vivre à Los Angeles, tu vois. Et en fait, bref, on a trouvé, en fait, en plein milieu du Covid, on a trouvé un appartement qu'on adore, tu vois, où on est maintenant. Donc déjà, on a pu négocier un super deal. Parce que pendant le Covid, tout le monde s'est barré. c'est clair. Donc en fait, tout était disponible, tu vois, donc tu pouvais tout à fait déménager à ce moment-là, c'était vraiment le moment. Puis en plus, je travaillais de la maison, donc il nous fallait un truc plus grand, tu vois. Avant, on n'était jamais à la maison, lui il se levait, il allait au travail, pareil. Et là, il nous fallait un truc plus grand, il nous fallait 2 chambres, etc. Et du coup, ouais, on a commencé à chercher, et en fait... on a déménagé et ensuite, c'est à ce moment-là en fait que j'en ai discuté avec mon manager où en fait il a vu que c'était pas le même background sur Zoom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais est-ce que tu as changé de chambre? Je dis non, mais en fait, on a décidé de se rapprocher de sa famille, tu vois. Parce qu'en fait, bon, déjà, le Covid, je pense que tout le monde était en dépression. Enfin, déjà, c'était hyper dur, tu vois. Donc, du coup, on s'est dit, non, mais attends, nous, on passait tous nos week-ends avec sa famille parce que du coup, je pouvais pas retourner en France pendant 2 ans. On s'est dit, mentalement, il faut qu'on soit plus proche, tu vois, de sa famille et qu'en plus, on soit dans une ville qui bouge, tu vois, un minimum parce que franchement, Orange County, c'est calme. Mais alors, pendant le Covid, c'était encore plus calme. Et du coup, en fait, j'ai expliqué au manager que comme je travaillais de la maison, on avait décidé de se rapprocher de la famille vu que, voilà, avec la situation de Covid. Et en fait, il a complètement compris. Et par contre, je lui ai dit, dès qu'on retourne à l'office, nous, on est d'accord, on prend la responsabilité de redéménager direct et que je reviens à l'office et tout, tu vois. Et en fait, il m'a dit, ah, ben, il n'y a pas de souci. Et en fait, il en a parlé avec le management et tout. Et en fait, ils ont dit, non, mais tu n'auras pas à revenir jusqu'à Orange County. Il n'y a pas de problème. Restez auprès de votre famille. Enfin, c'est génial, tu vois. Et ils ont dit, et même si on retourne à l'office un jour, ils avaient d'autres offices à Los Angeles. Donc, j'aurais pas à retourner, tu vois, à faire 1 heure de route. Et franchement, ça, c'est extraordinaire, tu vois, d'un point de vue mentalité et tout. Moi, j'étais super contente. Donc, j'adore voilà. comme tu provoques les choses et puis tu les provoques et elles se passent super bien et t'as un grand sourire. On s'est dit, let's go, parce qu'en fait, on pouvait pas se prendre un nom. Parce que tu vois, si tu te prends un nom,
si tu te prends un stop et qu'après tu le fais. Et comme on dit, des fois, ça dépend vraiment des situations, mais tu vois, c'est mieux de demander for forgiveness. Je crois que c'est ça l'expression que to be sorry ou un truc comme ça. Enfin, des fois, c'est mieux de dire, bon, désolé, ok, je redéménage, même si ça nous aurait coûté un certain montant. Mais en fait, enfin, tu vois, on pouvait, en fait, pour nous, c'était trop important, tu vois, qu'on vienne à où on est là et tu vois qu'on a un appartement plus grand et qu'on saisisse en fait l'opportunité du Covid parce que voilà, maintenant tu veux louer un truc à Beverly Hills, bon courage. C'est clair. À Beverly Hills ou n'importe où dans le monde, j'ai l'impression que c'est incroyable. Mais du coup, ce pauvre petit conjoint suiveur, on a complètement zappé, mais qu'est-ce qu'il fait du coup avec son visa? Parce que toi, t'es venu avec un visa E2. Lui, du coup, il a aussi un visa. Non, moi je suis venue avec un visa transfert. Okay. Donc, je suis sponsorisée par mon entreprise et le visa, c'est L. C'est transfert visa. Ok. Et du coup, lui, il peut travailler. Et du coup, ça a toujours été son rêve d'enfant d'être promoteur immobilier et dans l'immobilier, en fait, real estate à Los Angeles. Et donc, du coup, il fait son rêve, en fait. Donc, du coup, c'est ce qu'il fait. Là, il a monté son entreprise, mais il a toujours le visa rattaché au mien. Mais il peut, en fait, soit être employé, soit monter son entreprise. Donc, vu qu'il a toujours eu sa propre entreprise, il n'est pas du tout... il n'a pas l'ambition... Enfin, voilà, il a l'ambition de faire son entreprise. Donc, voilà, là, il a un architecte qui travaille avec lui. Il a déjà 2 employés. Et du coup, il fait tout ce qui est real estate, donc immobilier, c'est ça, et promoteur immobilier à Los Angeles dans tout ce qui est luxe, donc Bel Air, tu vois. Ah, ça a toujours été son rêve, en fait. Donc, du coup, c'est ce qu'il fait, donc il est super content. Et d'ailleurs, quand j'habitais à Irvine, donc je travaillais de la maison, lui, il faisait les allers-retours tous les jours jusqu'à Los Angeles, mais c'est 3 heures de route, tu vois, c'est hyper dangereux, les highways, les autoroutes ici, franchement, c'est dangereux. Tu vois, t'as pas envie de passer 3 heures de ta vie, de ta journée sur une autoroute. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, non, mais là, c'est pas possible, il faut déménager. Moi, je travaille de la maison. Toi, tu fais 3 heures de route tous les jours. C'était même pas safe, en fait, tu vois. On s'est dit que ça valait pas le coup. Ça a coûté trop cher. La voiture, elle faisait trop de kilomètres et ça coûtait vraiment trop cher. Donc, voilà, c'est aussi ça qui nous a, en fait, fait déménager, tu vois. J'adore, franchement, votre parcours, il est vraiment top. Et on sent vraiment dans ton témoignage que c'est vraiment un partenariat entre vous deux et c'est pas toujours un compromis. Non, c'est vraiment, on a un rêve, viens, on le fait ensemble. Mais chacun obtiendra ce qu'il a envie, donc c'est vraiment trop bien. Mais du coup, je suis curieuse parce que là, ça fait 2 ans. Donc, est-ce que vous envisagez déjà quelque chose qui va se passer dans 1 ou 2 ans? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes, non, ici, on vit notre rêve, on est bien? Pour l'instant, moi, ah oui, il y a une autre chose, une question que tu avais posée, tu sais, de ce que j'avais fait quand j'en ai parlé pendant 2 ans à l'avance à ma famille pour déménager à Londres. En fait, je l'avais pas fait pour déménager à Los Angeles et je me suis pas rendu compte que j'allais avoir mon visa en 1 mois et demi. Et du coup, ça a été très, très dur. Donc, si une personne qui écoute a pour projet d'aller vivre à Los Angeles ou aux États-Unis ou n'importe où, en fait, je conseillerais vivement d'en parler avant même, 1 an avant même, 2 ans avant même, si c'est pas sûr. Parce que moi, je me disais non, mais c'est pas sûr, donc je vais pas leur en parler. Mais en fait, ça aurait été beaucoup mieux si je leur en avais parlé avant, parce que du coup, pour eux, c'était un gros choc. Parce que j'étais revenue, j'avais mon appartement, j'étais à côté, tu vois. Et du coup, le fait que je reparte, ça a été vraiment dur en fait à gérer. Et s'il y a une chose que je referais différemment, c'est vraiment ça. D'accord. Tu vas être transparente dès le début. Dès qu'on commençait à voir que mon chéri ne se voyait pas, il s'appelle Ali, je vais l'appeler Ali quand même par son prénom, ne se voyait pas retourner dans le sud. À partir de là, tu vois, j'aurais pu commencer à parler des États-Unis. Mes parents le savaient déjà, mais tu vois, ils se sont dit bon, au pire, elle retournera à Londres, tu vois. Donc ça, ils s'y attendaient que je retournais à Londres et ça, c'était OK parce que du coup, j'avais déjà été à Londres et ils ont vu qu'ils me voyaient régulièrement malgré tout. Mais c'est vrai que tu vois, le grand départ, je pense que ouais, c'est important de... Et là, pour les 2 prochaines années, écoute, comment te dire, il va falloir qu'on fasse un autre podcast. Ça marche, on se fera un petit live sur Instagram. Mais en tout cas, on adore vivre ici, on adore vivre à Los Angeles. Franchement, on vit notre rêve
tous les jours, on est hyper reconnaissant. On espère, tu vois, que l'aventure va continuer. La chose difficile, ça a été pendant le Covid, quand on n'a pas pu retourner en France et qu'on n'a pas pu voir nos familles pendant presque 2 ans. Ça nous a vraiment marqué. Donc, je pense que à l'avenir, on voit bien une combinaison des deux. Tu vois, de à la fois suivre nos rêves et nos ambitions ici, et à la fois allier le côté famille, parce que voilà, le temps, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expats qui se plaignent de la distance avec la famille. Et du coup, pourquoi pas, tu vois, prendre ça en considération, tu vois, pour la suite, et pas parce qu'on n'a pas envie de sacrifier non plus cette partie, tu vois. On a vraiment envie de vivre à fond les deux choses qui sont importantes pour nous. Et donc, trouver, tu vois, un moyen de passer plus de temps. Bon, maintenant, on peut voyager comme on veut, donc c'est cool. Mais en tout cas, ouais, ce serait un peu ça, je pense, à la suite. Super. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on est de nombreux expatriés à avoir pris cette bonne claque quand tous les pays ont fermé toutes les frontières et qu'on nous a interdit. Où là, on se dit, ouais, c'est une chose d'être loin, mais de pouvoir rentrer quand on veut, et une chose de nous interdire d'aller voir notre entourage. Surtout que là, on était quand même dans une crise sanitaire où tu dis, peut arriver quelque chose à ma famille et je serai pas là. Là, c'est vrai que je pense qu'on l'a tous pris la claque, et je te comprends dans cette décision, parce que moi, c'est un peu pareil aussi. J'ai envie de pouvoir avoir cette liberté et de pas devoir choisir entre mon bonheur de vouloir vivre en dehors de la France, parce que moi, mon bonheur, je le ressens malheureusement quand je suis en dehors de la France, mais pouvoir aussi me connecter avec mon entourage quand j'en ai envie, en fait. Besoin, quand ils en ont besoin, etc. Donc, super. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Oui, ça passe trop vite. Mais c'était franchement génial. J'espère vraiment que ton témoignage va inspirer plus d'une femme. Parce que je sais qu'elles sont là à nous écouter et se dire, oui, moi j'ai ce rêve, moi j'ai ce rêve. Mais malheureusement, la femme, elle aime bien faire plaisir à son mari la plupart du temps. Et c'est super adorable, c'est super respectueux, etc. Mais à un moment donné, si vous avez un rêve, on n'a qu'une seule vie. Donc allez-y, communiquez, prenez le temps de planifier la chose. Et puis voilà. Je sais pas si t'as un c'est petit hyper mot. important en fait, c'est hyper important de se rendre compte que même quand on est en couple, même quand on est marié, même quand, enfin après, j'ai pas d'enfant encore, donc voilà, mais c'est important de rester un individu à part entière et de communiquer et de pas être. En fait, j'ai l'impression que souvent, enfin, en tout cas la femme, ou en tout cas en France, ou dans, tu vois, des environnements un peu plus traditionnels, où il faut faire des concessions, où on n'exprime pas. En fait, on s'exprime pas. On n'exprime pas nos besoins, où il y a des femmes qui n'expriment pas leurs besoins. Et c'est vrai que moi, le déclic, ça a été vraiment d'aller vivre à Londres, où en fait, j'ai vu une mentalité complètement différente, où tu vois, une femme, c'est un individu à part entière, qu'en plus, je suis indépendante, que ce soit financièrement, etc. Mais même, en fait, même si... En fait, je pense qu'une femme doit pouvoir s'exprimer autant qu'un homme. Et en fait, elle peut quand même faire ses rêves, que ce soit seule ou en couple ou avec une famille. Et j'encourage vraiment, ouais, juste, tu vois, d'avoir une communication. Et je pense que c'est vraiment hyper important dans toutes les relations, de savoir s'exprimer déjà, de savoir être à l'écoute de soi-même et de savoir s'exprimer, que ce soit par rapport à des managers, tu vois. Je leur ai demandé à mes managers. Et c'est vrai que, tu vois, Ali m'a encouragée. Il m'a dit, mais non, demande. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'avais un peu oh, mais non, mais ça va jamais. Tu vois, j'avais un peu ce côté. Et en fait, non, à chaque fois, il me poussait, tu vois, il me disait, mais non, mais vas-y. Tu vois, et je pense que c'est ce côté un peu anglophone, où tu vois, ce côté un peu où non, il faut oser, il faut demander, il faut communiquer. Il n'y a pas de négatif à avoir un non. Enfin, je veux dire, au pire, on m'aurait dit non, ma vie, elle se serait pas arrêtée, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais quand même gardé mon travail ou pas, j'aurais quand même fait mes décisions avec cette donnée, mais en tout cas, j'aurais pas, tu vois, je me poserais pas la question. Et si... Parce que c'est vrai que quand j'ai demandé, j'avais une collègue qui m'a dit, oh là là, moi, ça a toujours été mon rêve d'aller vivre à New York, par exemple, et elle a jamais demandé, tu vois. Et après, à ce moment-là, il ne pouvait plus dans sa vie, mais au final, elle a vu par A plus B que c'était possible avec moi. Mais du coup, c'est important d'oser, en fait. Osez, les femmes, osez vous exprimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je laisse la parole aux femmes dans mon podcast. Parce que voilà, quand on entend des témoignages comme ça, c'est super inspirant. Donc super. Mais écoute, pour conclure ce podcast, alors j'ai 2 questions.
Ok. Alors, la première question, c'est si aujourd'hui, tu pouvais te passer un message, je crois que tu l'as un petit peu dit, mais peut-être que ça va être différent. Si tu pouvais te passer un message le jour où justement tu prenais la décision de partir à Londres, est-ce que tu te dirais quelque chose à l'oreille? Si je devais passer un message à moi-même C'est ça. ou à quelqu'un, non, juste fonce en fait, comme je l'ai fait. Super. Et, Parce que, ouais. Fonce. Et donc, du coup, pour conclure l'épisode, j'aime bien toujours demander à mon invité quelle est ta citation ou chanson préférée? Je pense que c'est l'expression dont je te parlais, tu vois, it's better to be. Attends, je sais plus exactement ce que It's c'est. C'est une better, expression. je crois que c'est It's better to be safe than sorry. Ouais. Mhm. Enfin, je suis pas sûre que c'est ça. C'est pas It's better to act and apologize for it later than to seek approval, to act and risk delay and objection. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pour ceux qui ne parlent pas encore l'anglais, mais qui le parleront un jour, c'est mieux d'agir et de demander, enfin, et de s'excuser plus tard, plutôt que de demander une approbation pour agir et qui du coup risque de faire un délai supplémentaire dans les projets. Donc c'est vraiment une super conclusion. Et après, je pense que ça dépend de la situation, mais en tout cas, c'est important d'agir parce que même en business en général, on n'a jamais toutes les données, on n'a jamais. Et c'est pareil dans la vie. Et du coup, il faut prendre les décisions et faire ce qui paraît juste pour soi, en fait. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données, de savoir est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas être possible. Non, il faut saisir une opportunité, il faut y aller. Tu vois. C'est ça, super. Mais écoutez, pour toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout, si vous souhaitez suivre les aventures d'Esma et sa vie à la Beverly Hills, je mettrai ton compte Instagram dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens pourront venir te faire un petit coucou. Merci beaucoup, Esma. Et puis, on se dit à très vite. Merci à toi. Bye. Et si toi aussi, comme Esma, tu es expat en dehors de l'Union européenne, n'oublie pas d'aller faire un tour sur le site de Zaptax. Tu retrouveras le lien directement dans la description du podcast. À très vite.